Je vous demande de bien vouloir accueillir Stéphane Gauthier, qui est coach et expert APM. Stéphane, tu as évolué pendant 30 ans dans les milieux de l'hôtellerie et du service. Tu as dirigé pendant 10 ans la chaîne hôtelière Best Western. Si je dis des bêtises, tu me coupes, il n'y a pas de souci. Tu as donc géré et dirigé cette chaîne hôtelière dans une période de transformation digitale, puisqu'il y avait l'arrivée des plateformes TripAdvisor, Booking et Airbnb. Tu as également été propriétaire d'un établissement hôtelier et tu vas nous expliquer aujourd'hui pourquoi le bouche à oreille est important et comment on peut l'appliquer à nos métiers. Voilà, je vous demande d'accueillir Stéphane Gauthier. Merci. Merci. Alors, il paraît que vous êtes sérieux. Là, je vois les derrière, donc sérieux, attentif, discipliné. Donc, on va pouvoir commencer. Merci de m'accueillir ici, dans ce magnifique endroit. J'ai l'impression de vous donner le sermon, mais ce n'est pas ce que je vais faire. Alors, je suis hôtelier. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un hôtelier fait parmi nous cet après-midi? Et de quoi il va nous parler? Alors, j'étais un petit et un gros hôtelier. J'ai eu affaire. Alors, si on a un point commun, c'est que j'étais l'un de vos clients. J'ai eu, quand j'étais directeur général de Best Western pour la France pendant 10 ans, j'ai eu un CAC, un commissaire aux comptes. Donc j'ai été l'un de vos clients, donc je connais un peu le fonctionnement. Et j'ai été un petit hôtelier, parce que j'ai ma propre entreprise. J'ai acheté mon hôtel que j'ai exploité avec mon épouse pendant 11 ans à Orléans, d'où je viens tout à l'heure. J'ai vécu des choses avec des clients assez brutales, assez soudaines, que j'ai subies. Alors vous, si on parle de clients, alors d'abord c'est bien de s'ouvrir quand on est commissaire aux comptes, quand on fait de l'audit auprès des clients, puisque vous avez des clients réglementés, parce que on est obligé de passer par vous dans certains cas. Mais il y a plein d'autres opportunités par lesquelles on peut ne pas passer par vous. Et l'idée, c'est comment je fais pour qu'ils passent par vous. Donc je sais que vous ne pouvez pas faire de publicité, je sais également que vous ne pouvez pas faire de démarchage, donc on ne va pas parler de tout ça. On va parler d'un truc vieux comme le monde que vous connaissez bien, puisque c'est comme ça que vous faites du business, c'est le bouche à oreille. En fait, vos clients entendent parler de vous et en fonction de votre compétence et votre capacité, de votre sympathie, on va faire appel à vous pour des missions d'audit. Alors les missions, elles durent 6 ans, donc il y a aussi un enjeu de fidélité, donc on va en parler également. Comment on fait pour engager l'entreprise pour qu'elle puisse faire appel à moi au-delà de ces 6 ans contractuels, et comment je fais pour l'engager sur d'autres sujets qui ne sont pas forcément contractuels. Donc c'est tous ces sujets-là qu'on va aborder avec un prisme. Je vais vous emmener dans un univers que, pour certains d'entre vous, vous ne connaissez peut-être pas, l'univers du B2C et l'univers du client exigeant. Vous savez, celui qui est extrêmement pénible et à la fois exigeant et sur lequel on n'a pas beaucoup de prise. Moi, dans l'hôtellerie, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, il y a 20 ans, moi, je n'ai pas eu de chance. J'étais DG d'une chaîne hôtelière entre 2000 et 2011. Et c'est exactement cette période qu'a choisi des disrupteurs pour me faire du mal et pour me bousculer dans ma conception de ce qu'était un client et comment je devais le fidéliser, comment je devais le capter, etc. Première chose qui m'est arrivée, et vous êtes tous un peu responsables, c'est celle-là. Alors, TripAdvisor, tout le monde connaît, c'est du bouche à oreille digitalisé. Encore une fois, le bouche à oreille, c'est comme avant, mais c'est en bien pire. Et dans mon métier, ça a été tellement pire que TripAdvisor, en à peine 20 ans, est devenu le numéro 1 des sites de tourisme dans le monde, évidemment pour l'hôtellerie, mais pas que. En 20 ans, vous êtes 95% dans cette salle à avoir choisi votre établissement, votre hôtel, votre restaurant en fonction d'avis de TripAdvisor. Ça veut dire que vous faites confiance à des gens que vous ne connaissez pas, qui sont d'illustres abrutis ou d'illustres inconnus de l'autre bout du monde, qui vous disent c'est bien ou c'est pas bien, alors que vous ne faites pas confiance aux enseignes Best Western, Accor ou autres, qui vous disent regardez mes hôtels comme ils sont beaux. Donc ça, c'est le premier constat de ce qui s'est passé en 20 ans. Ça veut dire que le pouvoir a complètement basculé et le marketing des enseignes s'est transformé pour simplement essayer de séduire nos clients pour qu'ils disent du bien de nous sur ces plateformes. Quand j'étais hôtelier, quand je recevais un mauvais commentaire d'un client le matin même, je pouvais perdre jusqu'à 25% de la prise de réservation du jour. Un bon commentaire me permettait de gagner jusqu'à 10 ou 15% de la prise de résa du jour. Le client, dans mon univers à moi, fait et défait mon business en claquant des doigts sur quelque chose que je ne maîtrise pas, puisque ce bouche à oreille digital est complètement en dehors de ma maîtrise. Je ne peux pas empêcher les gens de dire du bien ou du mal de mon établissement. Vous ne pouvez pas empêcher vos clients de dire du bien ou du mal de vos prestations. Vous ne pouvez pas. Et vous ne pouvez pas, et on peut même aller sur Google, critiquer son commissaire aux comptes pour ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait pour moi.
Et ça, c'est complètement légal et ça pose aucun problème à personne. Par contre, c'est en dehors de votre maîtrise, c'est-à-dire que vous ne le maîtriserez pas. Moi, j'ai fait affaire avec un hôtel, alors c'est une autre profession réglementée quand j'ai vendu mon hôtel, et malheureusement, ça ne s'est pas bien passé, et elle a eu droit à un commentaire un peu acerbe de ma part sur Internet. Et malheureusement, elle ne peut rien y faire. Donc en fait, ce qui m'est arrivé peut vous arriver demain, dans le B2B, dans le B2C, quelle que soit votre profession, et c'est bien que vous soyez éclairés, en tout cas que je vous donne peut-être des pistes pour anticiper et de faire de cette menace une opportunité. Parce que nous, on a fait des commentaires clients négatifs qui étaient une menace pour nous, on en a fait une opportunité, et je vais essayer de vous expliquer comment. Le deuxième raz-de-marée, c'est de l'intermédiation, c'est Booking. Alors Booking, c'est deux jeunes cons dans un garage à Amsterdam. Vous voyez, je suis encore un peu nerveux quand je pense à eux, parce que je me suis fait disrupter par deux jeunes de 20 ans qui n'ont jamais fait d'hôtellerie de leur vie. Ils ont créé un site internet de réservation d'hôtels qu'on trouvait très sympathique à l'époque, nous, chaîne hôtelière, et sur laquelle on ne s'est pas du tout méfié, puisqu'on leur a donné à la fois la disponibilité de nos chambres et à la fois des commissions qui étaient de l'ordre de 8%. Ça, c'était au début, c'était il y a presque 20 ans maintenant. Booking aujourd'hui, c'est 9 réservations sur 10. 9 réservations qui sont faites sur Internet sont faites via Booking. Vous êtes dans cette salle, nombreux à utiliser Booking, et à chaque fois que vous réservez une chambre d'hôtel sur Booking, je, hôtelier, paye 20% de mon chiffre d'affaires TTC, 20% de commission sur mon chiffre d'affaires TTC. Booking représente, y compris dans cet hôtel, aujourd'hui, entre 30 et 40% du chiffre d'affaires total des hôtels de cette planète. C'est 105 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Ils sont inarrêtables, c'est une multinationale nord-américaine aujourd'hui. Et nous, chaîne hôtelière, on n'a rien vu venir. On n'a pas vu venir un acteur qui disruptait notre modèle économique, à savoir l'intermédiation entre nous et le client. On n'a pas pensé qu'on pouvait simplifier la prise de réservation, notamment via le digital. Alors, on s'est rattrapé depuis, mais on a été impacté de façon très violente par un acteur qui s'appelle Booking. En fait, Booking, c'est le symptôme de ce qu'on n'a pas vu. Et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est le symptôme d'un problème client qu'on n'a pas voulu voir et qu'on n'a pas résolu. Si vous ne résolvez pas les problèmes de vos clients, vous serez disrupté. Et je vais vous montrer plein d'exemples, malheureusement, qui subissent cette disruption, y compris dans les professions réglementées, en tout cas qui sont réglementées par l'État, qui aujourd'hui subissent cette disruption parce qu'ils ne pensent pas problème, ils pensent produit. Vous allez leur vendre un audit du conseil, mais vous n'allez pas essayer de résoudre leurs problèmes. Et l'idée, elle est là. C'est comment je peux résoudre les problèmes de mes clients. Et si vous les résolvez, évidemment, vous allez créer de la fidélisation et vous allez créer de l'impact. Et le troisième événement qui s'est passé, c'est Airbnb. Alors, vous êtes tous parmi dans cette salle mes concurrents, puisque vous avez un appartement, un chalet, que sais-je, à la montagne ou au bord de la mer, que vous louez sur Airbnb. Alors, Airbnb, c'est un truc marrant, parce que quand j'appelle mes collègues américains en 2004-2005, c'est né sur la côte ouest, c'est né à San Francisco, donc je les appelle, je dis mais c'est quoi ce truc? On a énormément d'appartements à Paris qui sont loués sur Airbnb. D'où ça vient? Qu'est-ce que ça va faire? Alors mes collègues américains me disent non mais t'inquiète pas Stéphane, c'est un truc de beatnik californien, c'est du couchsurfing, enfin tu payes un petit peu pour dormir sur le canapé de l'habitant. Ils me disent franchement Stéphane, est-ce que tu prêtes toi ton appartement à quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde pendant 2 semaines? Je dis bah non. Il me dit bah tu vois ça marchera pas. Airbnb est la première chaîne hôtelière au monde à l'heure où je vous parle. Ils ont 16 millions d'offres. La première chaîne hôtelière au monde, la première chaîne, la deuxième du coup, c'est Marriott Starwood, ils ont 1 million de chambres. Airbnb est rentable, il est coté en bourse, ils font plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires aussi, et se battent avec Booking pour essayer de capter la totalité du marché mondial de l'hébergement marchand. On n'a rien vu venir. Moi, directeur de chaîne hôtelière, Accor, Holiday Inn, Starwood, Marriott, on n'a rien vu venir. Ça faisait 70 ans qu'on faisait de l'hôtellerie, on était implanté dans le monde entier, on était parmi les leaders mondiaux et on n'a pas vu venir ces 3 acteurs qui ont bouleversé notre marché. Qui ont fait qu'on a dû se remettre en cause profondément, rapidement, parce que c'est le client qui nous le demandait et qui allait nous transformer de façon radicale la façon dont on allait travailler. Et c'est cette exigence du client, ce pouvoir du client, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ça peut s'appliquer dans n'importe quel secteur d'activité. Par exemple, je suis allé voir d'autres secteurs d'activité parce que je me suis dit, il n'y a pas de raison que je sois le seul qui a été disrupté de cette façon. Alors j'ai pris l'auto-école. Alors l'auto-école, c'est marrant parce que c'est un métier, on va dire réglementé, je mettrai des guillemets, mais quand même, il y a quand même, faut un diplôme d'État, etc. Donc il y a quand même une petite réglementation qui fait que l'auto-école, depuis 40 ans, ne s'est pas transformée, c'est-à-dire qu'elle fait son métier comme toujours. Moi, j'ai passé mon permis en 86, alors pour les plus vieux d'entre nous, mais je pense qu'on va être quelques-uns, enfin je ne vais pas vous faire offense, mais on doit être du même âge. Vous vous souvenez, on apprenait sur le code Rousseau,
Et puis on allait dans des auto-écoles, dans des salles surchauffées avec un monsieur avec les cheveux gras qui nous faisait passer des diapos, vous vous souvenez? Puis on avait un truc à trous, on devait perforer une espèce de grille à trous, puis on passait ça dans une machine, et puis on savait si on avait fait une faute, deux fautes, etc. Et moi j'ai 3 enfants, 20, 25 et 30, et ma fille de 20 ans a passé son permis. Je dis, écoute chérie, tu vas prendre le code Rousseau de ton frère, et puis tu vas aller t'inscrire à côté, la petite auto-école à côté, là. Puis samedi après-midi, tu vas aller voir des diapos, tu vois, ça va être sympa, et puis on va te passer des diapos, puis tu vas faire des tests. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais no way, papa, il y a forcément une app pour ça. Et elle a raison. Un marché où il y a 82% de taux d'insatisfaction, ça s'appelle une opportunité. C'est-à-dire que si vous avez des clients insatisfaits, c'est une sacrée opportunité pour vos concurrents, pour les gens qui peuvent résoudre les problèmes à votre place si vous n'arrivez pas à le faire. Donc si vous avez de l'insatisfaction chronique chez vos clients et dans votre marché, vous aurez du mal à fidéliser, vous aurez du mal à conquérir. C'est simple, c'est du bon sens, mais là c'est à grande échelle. Puisqu'aujourd'hui Ornicar a attaqué ce marché de façon tellement frontale qu'Ornicar propose le code 100% digitalisé qui coûte 10 fois moins cher que dans n'importe quelle auto-école, 10 fois moins cher, et qui permet à un apprenant de pouvoir ne jamais passer en auto-école faire les tests puisqu'il les fait en ligne, il les fait en podcast, il les fait à 3 heures du matin, il les fait en jouant avec ses copains. Les taux de réussite au code chez Ornicar sont de 15% supérieurs à n'importe quelle auto-école physique française. Et enfin, le permis de conduire, les leçons du permis de conduire chez Ornicar, c'est l'apprenant qui choisit son moniteur. Comme vous choisissez votre chauffeur Uber avec les petites étoiles, ben vous allez, moi, choisir mon moniteur parce qu'il est sympa, il me ramène chez moi, il a une voiture automatique et ça tombe bien, j'ai pas envie d'avoir une voiture manuelle, il a une grosse cylindrée, il fume, donc le tabac ne me dérangera pas, etc., etc. Comme vous choisissez votre chauffeur Blablacar, vous allez choisir votre moniteur. Donc c'est l'apprenant qui a pris le pouvoir et c'est lui qui choisit le moniteur de son choix pour apprendre à conduire. Les leçons de conduite sont 2 fois moins chères que dans n'importe quelle auto-école, parce que le modèle économique, c'est que les conducteurs les moniteurs sont indépendants, ils ont acheté la voiture à double pédale, donc ils sont mieux payés que lorsqu'ils étaient salariés. Les taux de réussite sont équivalents à n'importe quelle auto-école. Et en 5 ans, mesdames, messieurs, Ornicar, c'est 51% de part de marché. En 5 ans, un jeune sur 2 de 18 à 25 ans en France a acheté une prestation chez Ornicar. Les auto-écoles sont mortes. Si vous avez des clients auto-écoles, au secours. Partez, fuyez, c'est fini. Terminé. Pas parce que les auto-écoles sont mauvaises. Et c'est pas parce que vous êtes mauvais que vous allez disparaître. C'est parce que vous n'avez pas compris quels étaient les problèmes à résoudre chez vos clients. Parce que si on regarde dans l'auto-école, 18-25 ans, les problèmes à résoudre, ils viennent évidemment du digital, puisque ces gens-là sont nés avec un smartphone dans la poche. Et qui pourrait se passer sur son smartphone? Vous comme moi. Je prends un deuxième exemple dans les syndics de copro. C'est un métier marrant, le syndic de copro, parce que c'est pas obligatoire. Hein, on peut se passer d'un syndic, mais quand même. Et le syndic de copro, c'est 90% de taux d'insatisfaction. J'aurais pu faire un petit jeu, qui est content de son syndic de copro. Alors il y a peut-être parmi d'entre vous qui sont contents. Je pense qu'on va avoir à peu près le même. Il y a peut-être 10% d'entre vous qui sont contents, 90% qui ne sont pas contents. Vous avez un acteur qui s'appelle Matera, qui est en train de disrupter ce marché avec beaucoup de violence. Et il y a beaucoup de réactions de la part des syndics de copro, notamment en justice pour les attaquer. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi à les détruire. Parce que Matera propose de se passer d'un syndic, c'est une loi de 65 que vous connaissez, on peut gérer sa copropriété seul, avec des copropriétaires de bonne volonté, on n'a pas besoin d'un syndic. Donc évidemment, c'est une copro qui fait moins de son appartement, c'est mieux, mais même ça peut se faire évidemment avec tous les types de copros. Et qu'a fait Matera? Il a attaqué les syndics, non pas sur leurs compétences, mais sur leur réactivité, leur joignabilité. Là, vous avez 2 exemples de campagnes dans le métro. Alors ça n'a pas beaucoup plu aux syndics, ça ne les a pas fait rire, hein. Ils ont même attaqué en justice. Merci syndic pour l'ascenseur en panne, j'ai les cuisses en béton. Donc en fait, ils veulent simplement dire aux syndics, si vous ne faites pas votre boulot, nous on va le faire à votre place. Et en fait, le copropriétaire de bonne volonté peut le faire très bien à la place d'un syndic. Et Matera, c'est une plateforme internet qui permet d'avoir tous les services d'un syndic qui sont syndic. Donc ça coûte 10 fois moins cher, c'est beaucoup plus agile, ça va beaucoup plus vite, et ça permet de réagir évidemment dès qu'il y a un problème dans la copro. Je ne dis pas que les syndics vont disparaître, mais en tout cas, la non-remise en question de votre modèle économique, de votre prestation, de la façon dont vous le faites, en prenant le prétexte que c'est réglementé, parce que le syndic c'est un peu réglementé aussi, malheureusement on peut céder un jour ou l'autre à des acteurs qui vont penser problème et arrêter de penser produit. Les startups, c'est leur leitmotiv. Penser problème, pas produit, mais j'en ai dit tout à l'heure. Ma conviction, mais c'est que ma conviction, et vous avez le droit de me challenger là-dessus, c'est qu'on est dans l'ère du client. On n'est plus dans l'ère de la production, la distribution. Si vous allez à la FNAC le samedi après-midi, vous êtes triste pour eux, il ne se passe plus rien. Hein, on achète ses bouquins sur Internet.
L'ère de l'information, c'est plus Google qui fait l'info, c'est nous qui la faisons sur Google. Alors bien, à tort ou à raison, c'est nous qui produisons du contenu. On est dans l'ère du client, ça veut dire que c'est lui qui décide. C'est lui qui décide s'il va travailler avec vous, c'est lui qui décide s'il va vous reprendre, c'est lui qui décide qu'il va payer plus cher ou moins cher la prestation que vous allez lui proposer. J'ai pris un exemple, j'ai pris Yves Rocher comme exemple typique de ce qui est en train de se passer dans la révolution du client. Yves Rocher, c'est une très belle boîte. Yves Rocher, c'est une boîte française. C'est Brice Rocher, qui est le petit-fils du fondateur, qui est à la tête de la boîte. Vous connaissez tous Yves Rocher, bien évidemment. C'est le leader de la cosmétique au naturel depuis 60 ans. Ils ont bien travaillé la marque, ils l'ont rajeuni, ils ont un site internet qui marche très bien. Et pourtant, en décembre 2019, Yves Rocher m'appelle et me dit « Stéphane, on a un problème. Il nous arrive quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qui vient d'Internet, qui vient du client, et qui est en train d'impacter de façon pour l'instant raisonnable, mais à terme peut-être fatale pour notre business model. » Et la question, elle est pour vous. À votre avis, qu'est-ce qui impacte Yves Rocher ou qu'est-ce qui peut impacter Yves Rocher de façon durable et violente, quelque chose qu'ils n'ont pas vu, qui vient du client et qui vient d'Internet, à votre avis? Allez-y, hein, ça résonne, je vais vous entendre. Le bio, alors ça pourrait, c'est une bonne remarque. Ça reste des petites startups, donc en termes de volume, c'est raisonnable, mais ça commence à les titiller, mais ça, ils surveillent de près. Mais c'est une bonne remarque, ouais. C'est pas le bio. Le marché de la seconde main. Alors dans la cosmétique, il n'y en a pas trop. Hein. La seconde main, une crème d'occasion, moi je me méfierais quand même. Mais... Oui, Petit Bateau, ça appartient à Yves Rocher. Là, je parle vraiment de la cosmétique. Pour l'instant, Petit Bateau, vous avez raison, ils font de la seconde main. Non, il y a un truc qui les énerve, allez-y. Ah, on s'approche. La classification des produits, c'est intéressant parce que c'est le leader de la cosmétique naturelle. J'ai oublié de dire que les produits étaient faits en France, à la Gacilly, en Bretagne. Hein, donc c'est une première entreprise à mission. Enfin, c'est une entreprise qui vient sur ce rapport. On s'approche. Allez-y. Yuka. Voilà. Yuka, qui est monsieur à droite, un coffret cadeau. Yuka, oui. Alors Yuka, tout le monde connaît Yuka, peut-être pas, mais Yuka, il y a 28 millions de personnes qui utilisent cette application sur leur smartphone. C'est une petite carotte. Yuka scanne les code barres de n'importe quel produit, agroalimentaire bien sûr, mais aussi cosmétique. Bah, figurez-vous qu'il y a un produit sur 4 chez Yves Rocher qui est déconseillé chez Yuka. Le leader de la cosmétique au naturel se voit retoqué sur un quart de ses produits par Yuka. Alors là, les chercheurs de la recherche et développement sont fous et vont debout, quoi. Ils disent, mais qui c'est Yuka? Qui sont ces personnes qui vont nous imposer ce qu'on doit mettre dans notre produit? Nous, on a du rouge à lèvres avec du pigment. Le pigment, c'est pas terrible pour la santé, mais c'est autorisé par l'OMS. Ça se vend très bien, il y a une très bonne marge. Ça fait 60 ans qu'on fait ça, on va continuer à faire du rouge à lèvres et du pigment. Et Yuka, on s'en fout, quoi. Et là, le marketing, il dit, bah non. Il y a 28 millions de personnes toutes les semaines qui utilisent l'application pour choisir soit de la nourriture, de la boisson, soit des cosmétiques. Donc en fait, la question, elle est simple. Est-ce que c'est le marketing ou la production qui doit prendre le dessus? Est-ce que c'est une client qui a raison? Et est-ce que c'est Yuka qui sont deux personnes qu'on ne connaît pas, qui ont créé un algorithme avec un parti pris fort qui fait que Yuka juge les produits sans tenir compte de la caution scientifique, si je peux dire, de ceux qui les fabriquent? En fait, la réponse, vous l'avez. Moi, je leur ai dit pendant 1 heure, si moi, je n'avais pas tenu compte des avis TripAdvisor en tant qu'hôtelier, je serais mort. Si vous, Yves Rocher, vous n'êtes pas Yuka compatible dans 5 ans, vous n'existerez plus. Vous n'avez pas le choix, en fait. Et la mauvaise nouvelle pour vous, mesdames, messieurs, c'est que si vous ne croyez pas Yves Rocher, parce que les gens ne croient plus Yves Rocher, les gens ne croient plus les chaînes hôtelières, c'est que les gens ne vous croient pas non plus vous. Les gens ne croient pas en votre compétence, les gens ne croient pas en votre capacité à les aider et à conseiller les entreprises. Les gens ne vous croient pas. Il n'y a qu'une chose qui croit les gens, c'est vos clients, c'est les gens qui ont travaillé avec vous. Aujourd'hui, le consommateur veut un tiers de confiance. Moi, je veux savoir avec qui mon CAC a travaillé, pour qui il a travaillé et qu'est-ce qui s'est passé. Je veux savoir si ça s'est bien passé ou pas, dans le côté technique comme dans le côté relationnel, dans la relation client. Donc aujourd'hui, je ne vais pas croire le CAC qui me dit qu'il est bon pour moi, je vais croire les gens qui ont travaillé avec vous. Ben, c'est pareil, chez Yves Rocher, c'est pareil dans le B2C. Les tiers de confiance deviennent la règle. Vous ne faites pas confiance aux marques en tant que client, hôtelier ou pas, enfin d'hôtel ou pas. Pareil pour la cosmétique. Et c'est une tendance globale qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin d'un tiers de confiance. Si je n'ai pas ce tiers de confiance, malheureusement, je peux me détourner du sujet et aller vers quelqu'un d'autre qui me donne cette preuve de sa compétence et de son travail. Même si vous êtes compétent, ça ne suffit pas. Donc l'idée, c'est d'aller voir comment ces startups réagissent, comment ces startups construisent des modèles économiques
qui vont impacter des rentes. Alors, vous allez voir sur Internet, il y a un incubateur qui s'appelle The Family qui impacte des rentes. Alors, vous êtes une rente, hein, on va pas se mentir, hein, toutes les professions réglementées sont là, la banque, l'assurance, l'expertise comptable, le commissariat aux comptes, l'audit, vous êtes des rentes parce que c'est évidemment des marchés qui sont captifs, où il y a des clients tout le temps et sur lesquels on peut rentrer, entre guillemets, assez facilement, mais pour l'instant c'est réglementé, donc c'est compliqué. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, je me suis sourcé auprès de ces gens-là pour comprendre leur vraie capacité à changer. Ils disent ce que je dis depuis tout à l'heure, ça veut dire que vous devez arrêter de penser produit et penser problème. La seule chose qui doit vous obséder, c'est comment résoudre les problèmes de vos clients, dans le cadre évidemment de vos missions, bien évidemment, qui sont des missions réglementaires. Comment vous allez résoudre les problèmes de vos clients? Moi, mon commissaire en compte, quand j'étais directeur général de Best Western, c'est ce que je lui demandais, résous mes problèmes. Alors tu peux les mettre en avant, évidemment, tu peux les chercher parce que c'est son rôle d'aller chercher et de protéger l'actionnaire, mais c'est aussi mon rôle de me conseiller pour résoudre ces problèmes et pour faire en sorte de trouver des solutions. Si je prends une perceuse au hasard, et si je vous pose la question, quel est le problème qu'on essaie de résoudre quand on achète une perceuse? Facile ça. Faire un trou. Bon, en fait, pas du tout. En fait, ce qu'on veut, c'est accrocher un tableau au mur. Et vous voyez, la nuance, c'est que aujourd'hui, les ventes de perceuses s'écroulent. Est-ce que les produits sont moins bien? Non, ils sont 10 fois mieux. Ils sont sans fil, ils sont puissants, ils sont maniables, ils sont simples à utiliser, ils sont moins chers. Et pourtant, les fabricants de perceuses en vendent de moins en moins. Pourquoi? Parce que la solution pour accrocher un tableau au mur, ce n'est pas d'acheter une perceuse. C'est de demander à l'un d'entre vous de me prêter sa perceuse en échange de ma tronçonneuse. C'est de demander à l'un d'entre vous de venir faire le trou chez moi parce que vous êtes très bricoleur, et en échange de quoi je vais apprendre l'anglais à vos enfants. Ou c'est simplement de demander à un artisan sur des plateformes existantes de venir faire le trou moyennant finance. Toutes les solutions que je viens de vous indiquer existent maintenant depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres solutions que d'acheter simplement une perceuse pour accrocher un tableau au mur, et donc les ventes de perceuses s'écroulent. Tout ça pour vous dire que si vous êtes focusé sur votre produit, vous êtes cuit. Il va falloir être focusé sur le problème à résoudre. Pourquoi dans l'hôtellerie, Booking est arrivé? Parce que nous, ce qu'on faisait depuis 50 ans, on était focusé sur nos produits. On faisait des belles chambres, des beaux hôtels, des grandes télés, des matelas confortables, des lounges, des restaurants étoilés. On était focusé sur nos produits. On avait juste oublié un truc, c'est que le problème du client, qui nous disait depuis des années, c'est je veux réserver chez toi en 2 clics, avec les avis clients, avec des photos et l'annulation gratuite. Et nous, on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait parce qu'on n'a pas écouté les problèmes de nos clients, on a juste pensé produit. Si vous êtes focusé sur vos produits, vos clients partiront. Si vous occupez de vos clients, vos produits partiront. Occupez-vous de vos clients et résolvez les problèmes qui sont chez vos clients, mais vous le faites déjà, j'en suis sûr. Alors, des gens qui pensent problème, il y en a plein. Je prends juste la banque comme exemple, un univers qui nous concerne tous. Ça, c'est une banque B2B, là, Conto, que vous connaissez peut-être. Donc Conto, en fait, va à l'inverse de ce que font les autres banques. Les autres banques vous promettent la lune et elles délivrent quelque chose d'assez passable, parce que pour ouvrir un compte, il faut prendre rendez-vous, c'est compliqué quand on est un professionnel, une entreprise. C'est compliqué parce qu'il faut un tas de paperasse, c'est long, c'est fastidieux, ça prend du temps et donc forcément, ça ne résout pas mon problème. Moi, entrepreneur, la banque est une commodité, je ne veux pas passer trop de temps à ouvrir un compte. Alors Conto, elle dit quoi? Conto dit je ne suis pas la meilleure banque du monde, je suis même peut-être l'une des plus mauvaises. Par contre, je résous vos problèmes. Vous, entrepreneur, vous n'avez pas le temps de vous occuper de la paperasse et d'ouvrir un compte et d'avoir une carte bleue, etc. Donc on va vous permettre d'ouvrir un compte en 8 minutes sur Internet à 3 h du matin si vous en avez envie. Vous aurez votre carte bleue en 48 heures dans votre boîte aux lettres. On va chercher votre cabis en 72 heures et ensuite on va déposer les statuts au tribunal de commerce à votre place. Puis après on va gérer vos factures, la fameuse facture X qui arrive, on va gérer vos notes de frais. Bref, on va être un partenaire du quotidien. On ne va pas être une banque, on va être simplement quelqu'un qui va résoudre vos problèmes d'entrepreneur. Conto a levé 450 millions d'euros. C'est une licorne française qui est en train de révolutionner le milieu de la banque sans jamais parler de banque. Elle parle juste de résolution de problèmes des entrepreneurs. Et c'est ça qui est inspirant et qui permet aujourd'hui aux banques de se réveiller et de se dire qu'est-ce qu'on a loupé? On a juste loupé le fait que les problèmes du client n'étaient pas pris en compte. Vous avez toute une palette de solutions digitalisées. Et dans vos métiers, évidemment, ça doit être extrêmement utile. J'en prends juste une, DocuSign, la signature de documents électroniques. Le Covid nous a amené plein de malheurs, mais nous a amené quelques solutions aussi intéressantes. Aujourd'hui, si vous ne travaillez pas avec DocuSign, si vos clients doivent vous renvoyer les contrats comme on le faisait il y a à peine quelques années, c'est-à-dire le signer, l'imprimer, le rescanner, etc., c'est mort.
Pas parce que vous êtes mauvais, pas parce que vous êtes des mauvais conseils, mais parce qu'aujourd'hui, le client veut aller vite, veut que ce soit pratique et veut que ce soit facile. L'une des deuxièmes clés de l'enchantement client, il y en a deux que je vous ai déjà citées. La première, c'est résolver les problèmes de vos clients. Si vous le faites, vous allez enchanter vos clients. Et la deuxième, c'est de leur rendre les choses faciles. Est-ce que c'est facile de bosser avec vous? Si vous répondez non à cette question, eh ben, consacrez-vous à rendre les choses faciles pour que vos clients trouvent de la facilité. Au-delà de vos compétences et au-delà du savoir-faire que vous leur amenez, rendez-leur la chose facile. Et là, vous allez créer de l'enchantement qui va créer de la fidélisation, qui va créer du bouche à oreille positif et qui va vous permettre de capter et d'aller chercher d'autres types de clientèle. Je passe sur les autres, mais vous voyez bien ce que je veux dire dans la dématérialisation, ça apporte une solution à la praticité et au fait de pouvoir bosser ensemble. Je termine sur les boîtes qui pensent problème et pas produit. Les matelas. Alors vous allez me dire, pour un hôtelier, ce n'est pas très original de parler de matelas, mais quand même. Quel est le premier vendeur de matelas au monde? Une idée? Premier vendeur de matelas au monde. Bon, on sort un peu de votre univers habituel, mais peut-être que vous avez des clients qui font des matelas, j'en sais rien. Premier vendeur de matelas au monde, c'est Ikea. Ikea, alors où je vous parle, va arrêter de vendre des matelas aux États-Unis. Ils vont arrêter de vendre des matelas aux États-Unis. Ils se posent la question en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils sont disruptés par des marques comme Emma, Teddy Bear, Casper. Que font ces gens-là? Ben, ces gens-là ont pris la totalité de vos problèmes pour acheter un matelas et les ont résolus. Quand on veut acheter un matelas à titre particulier, j'allais dire, bah oui, parce que professionnel, c'est que les hôteliers, mais bref, on a plein de problèmes à résoudre. Le premier, c'est quoi le premier problème à résoudre quand on achète un matelas? Le transport, merci. Transport. Le deuxième, c'est quoi? L'essayer, absolument, puisque quand vous êtes chez Ikea et vous mettez votre tête sur l'oreiller, les pieds, le truc en plastique, évidemment, vous ne savez pas si ça vous va ou pas, si vous avez mal au dos. Ensuite, l'essayer, le choisir. Vous avez le matelas à 200 €, le matelas à 2000, lequel vous prenez, vous n'en savez rien. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de l'ancien? Tout ça, cette étude de marché qu'on vient de faire en 5 secondes et demie, Ikea le sait depuis 30 ans. Pourtant, ils n'ont jamais résolu le problème. Que font ces gens-là? Emma, par exemple, ben, Emma vous livre en 48 heures au 6e sans ascenseur. Il reprend votre ancien matelas et il vous engage dans une démarche écologique puisqu'il va le recycler pour votre compte. Ensuite, Emma vous permet de l'essayer pendant 100 jours. Donc vous avez 3 mois pour dormir dessus. Et au bout de 3 mois de dire je garde ou je garde pas. Si vous ne gardez pas, Emma revient le chercher et le donne à une institution caritative de votre choix. Alors, il ne vous ramène pas l'ancien, il ne faut pas déconner, à un moment donné ça s'arrête, hein, parce que l'ancien ils l'ont recyclé, donc c'est fini. Et Emma vous propose 3 gammes de matelas, donc vous n'avez pas à choisir, vous avez le meilleur du matelas, avec 3 gammes, avec 3 types de matelas, 30% moins cher que n'importe quel matelas du même type, puisque c'est du haut de gamme. Emma est le matelas le plus vendu en France aujourd'hui, depuis 5 ans. Emma n'a fait très peu de publicité, ils en font un petit peu maintenant à la télé. Mais Emma, en fait, fait peu de publicité. Le seul crédit qu'on donne à Emma, c'est les avis clients. Les avis clients, vous les avez sur Google, 4,6 notamment avec plus de 3700 avis, et surtout sur Trustpilot, qui est un collecteur d'avis, un diffuseur d'avis, vous avez plus de 23 000 avis avec 4,5. La publicité, elle est faite. Est-ce que j'ai besoin de savoir si Emma sont des bons matelas? Non. J'ai juste compris à travers les commentaires clients qu'Emma était le matelas qu'il me fallait. Et la publicité a été faite par les clients. Laissez les clients faire le marketing à votre place. Le bouche à oreille, c'est ça. Depuis des années, vous connaissez ça. Vos clients disent du bien de vous. Laissez les clients faire le marketing. Et pour ça, il faut le provoquer et on va voir comment on peut le provoquer. Donc, juste une parenthèse sur les 4,6 sur Google. Vous avez tous des notes Google. Vous êtes un peu expert comptable pour certains, un peu commissaire aux comptes ou exclusivement commissaire aux comptes. Bref, je vous montrerai tout à l'heure des cabinets d'expertise comptable qui ont des notes sur Google. Alors les notes sur Google, vous allez me dire, oui mais nous ça ne nous concerne pas, détrompez-vous, ça vous concerne. Et justement, quelle est la note qu'il ne faut pas avoir sur Google? Eh ben, je vais vous poser la question à l'envers. Sur Booking, quand vous réservez un hôtel, quelle est la note minimale en deçà de laquelle vous ne voulez pas réserver sur 10? Combien? 8, hein? 8 c'est la moyenne mondiale, voilà, 8. Donc vous dites, moi en dessous de 8, je ne veux pas voir les hôtels parce que c'est suspect. Ce qui est très injuste, parce que moi si je suis à 7,9, vous ne me calculez même pas, c'est-à-dire que vous ne me voyez pas dans vos radars. Et entre 7,9 et 8, un hôtel, quelle est la différence? Il n'y en a pas. Enfin, vous n'êtes pas capable, ni moi, de la sentir. Ben, mesdames, messieurs, si vous êtes en dessous de 4 sur Google, vous êtes des truffes. Ça veut dire que vous êtes suspect. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Il y a quelque chose qui va me mettre la puce à l'oreille et qui va faire en sorte que ce cabinet
d'audit, d'expertise comptable, eh bien, il est, à mes yeux, un peu suspect par rapport à celui qui a 4,7. Donc aujourd'hui, les avis clients, dans vos métiers, deviennent de plus en plus prégnants pour choisir son prestataire et son partenaire, y compris dans l'audit, puisque effectivement, l'audit, j'ai le choix de pouvoir choisir ce commissaire ou un autre. Donc aujourd'hui, on voit bien que ce tiers de confiance, il dépasse les frontières de simplement du B2C, il va aussi dans le B2B de plus en plus, les notaires, les avocats, les médecins, qui sont de plus en plus notés sur Google, et ça va impacter évidemment l'image que vous aurez par rapport à vos clients et surtout à vos futurs clients. Alors moi j'ai pensé que c'était la technologie qui m'avait disrupté, je me suis trompé. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas les startups qui vont vous disrupter, ce sont vos clients insatisfaits qui vont vous disrupter. Ce sont eux qui vont dire non, non, mais attendez, stop, vous ne solutionnez pas mes problèmes, vous me rendez la vie compliquée, vous ne me la facilitez pas, donc on arrête de travailler ensemble, ou au bout du mandat de 6 ans, ben, on va changer sans regret, parce que finalement, ces 6 ans passés, on va pouvoir choisir quelqu'un d'autre qui va suivre, qui va nous aider et qui va nous contrôler. La disruption viendra du client insatisfait parce qu'on est dans le monde de la recommandation. Alors évidemment, chez moi, c'est très fort dans mon métier. Vous, ça commence à venir. L'idée, c'est comment vous pouvez anticiper ça. Comment faire de cette menace de la recommandation une opportunité pour aller fidéliser vos clients qui vous renouvellent leur mandat et pour aller en chercher de nouveaux, ou pour aller séduire des clients qui ne sont plus dans ces fameux seuils de chiffre d'affaires pour leur dire « continuons à travailler ensemble, ça vaut le coup ». Ou d'aller les chercher sur des missions complémentaires sur la RSE que vous êtes en train de valider. Donc, comment on fait ça? Eh bien, on va aller chercher la recommandation. Et pourquoi on fait ça? Parce que ça rapporte. Alors là, ça devient intéressant parce que, en termes de marge et en termes de chiffre d'affaires, nous, on a constaté dans l'hôtellerie quelque chose de très simple. Ça, c'est scientifique. C'est une étude qu'on a faite il y a 15 ans sur 5000 hôtels dans le monde entier. Quand j'augmente de 1% mon score de satisfaction sur TripAdvisor ou sur Booking, j'augmente de 1,42% ma rentabilité. C'est-à-dire que je vends plus et plus cher. Mais vous l'avez très bien expérimenté vous-même en tant que client. Si vous avez 2 hôtels dans une ville, l'un est à 8,9 sur Booking et l'autre est à 7,2, c'est les mêmes hôtels placés aux mêmes endroits, 3 étoiles, etc. Mais par contre, le 8,9, il est plus cher que l'autre, ben vous êtes 95% à aller payer 15 ou 20 euros de plus pour un hôtel mieux noté. Donc vous n'allez pas acheter le meilleur hôtel, vous allez acheter l'hôtel le mieux recommandé, le mieux noté. Et ben c'est pareil, dans nos réflexes de consommation, on va aller chercher ce qui est le mieux noté versus que ce qui est le mieux tout court, parce qu'on n'a pas d'élément de jugement par rapport à un produit de façon objective. Ça marche dans tous les secteurs d'activité et ça marche dans l'expertise comptable, dans l'audit. Ça fonctionne parce que vous avez un cabinet, un investisseur qui s'appelle Trustim Finance à Paris, vous allez voir site internet. Ils n'investissent uniquement, exclusivement que dans des boîtes qui surperforment en termes de satisfaction client. Et ils ont constaté depuis 20 ans que tous les indicateurs financiers, EBITDA, ressources fonds propres, etc., surperformaient également le marché. C'est-à-dire que la même entreprise dans le même marché, elle surperforme si elle a des indicateurs de satisfaction client qui sont au-dessus de ses voisins. Et en fait, il l'explique par 3 choses simples, c'est que du bon sens. Hein. Si vous surperformez en satisfaction client, vous avez des clients fidèles. Bah oui, les clients, ils restent avec vous, ils ne vont pas partir puisqu'ils sont contents de ce que vous faites pour eux. Donc la fidélité, ça a un coût. Évidemment, si je n'ai pas de clients fidèles, je vais devoir développer des moyens pour aller chercher de nouveaux clients. Les coûts d'acquisition de nouveaux clients baissent puisque je n'ai pas besoin d'aller renouveler mon portefeuille de clients aussi régulièrement parce que j'ai de la fidélité. La fidélité avec des clients qui sont capables d'être récurrents et de me payer effectivement le prix sans négocier. Et puis j'ai le pricing power. Alors ça c'est valable dans plein d'industries parce que chez Trustim et Air Liquide par exemple, le pricing power c'est la capacité de vendre le même produit plus cher. Donc en fait, on constate que ces entreprises qui surperforment en termes de satisfaction client vendent leurs produits plus cher que leurs concurrents, pas parce que les produits sont mieux, tout simplement parce qu'ils sont mieux notés. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure sur les hôtels. Donc, enchanter son client, et on va passer aux collaborateurs aussi assez vite, parce que vous avez aussi, comme tout le monde, des problèmes de recrutement de collaborateurs. Vous allez voir que c'est lié. L'enchantement client, l'enchantement collaborateur, ils sont liés. Ça permet effectivement de pouvoir augmenter sa valeur, augmenter le taux de fidélité et augmenter évidemment le chiffre d'affaires et la marge. Alors dans vos métiers, quels sont les problèmes à résoudre chez vos clients? C'est vrai que c'est un métier particulier, c'est un métier réglementé, donc il y a quand même un cadre évidemment qui est fait avec. Vous ne pouvez pas démarcher vos clients, vous
peut faire publicité, et pourtant vous aimeriez avoir plus de missions, enfin je pense, ou en tout cas prolonger les missions qui vous conviennent. Mais vous avez en face de vous un client qui est surinformé et qui est malin. Un client qui sait qu'aujourd'hui, il y a des effets de seuil, effectivement, et sur lesquels on n'est pas obligé d'avoir un commissaire aux comptes. Ça, c'était la loi Pacte il y a quelques années. Et évidemment, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des gens qui n'avaient plus besoin de mission, même si on a essayé de leur vendre quelque chose. Donc là, il y a une opportunité. C'est comment je peux faire, et ce que vous avez sûrement fait, comment je peux faire pour continuer à faire de l'audit sur des gens qui ne sont plus, entre guillemets, obligés de le faire. Donc là, on rentre dans l'enchantement. Un client enchanté, il ne partira pas, il restera avec vous, même s'il n'est pas obligé de passer par un commissaire aux comptes. Et puis, vous avez des tas de choses qui se passent sur Internet. Alors évidemment, vous allez me dire, l'audit, ce n'est pas un produit comme les autres, on ne le trouve pas sur Internet. Oui, mais on trouve des tas d'alternatives, des tas de sites Internet, des tas de prestataires, de start-up, plus ou moins performantes, plus ou moins pertinentes, qui vont proposer quelque chose de différent et qui vont essayer de résoudre les problèmes des clients qui ont besoin d'un audit et un commissaire aux comptes. Et puis une fois qu'on a dit ça, on va avoir des commentaires. Donc on va avoir des commentaires de clients qui vont dire du bien et du moins bien de son expert comptable ou de son commissaire aux comptes ou des deux. Donc le gros avantage que je vois, c'est que vous avez la capacité parfois à générer ça, à générer de l'enchantement. Donc vous savez faire. Le problème, c'est comment je le systématise, comment je fais en sorte que ces avis clients deviennent effectivement quelque chose de récurrent et surtout pour moi dans mon business. Parce que malheureusement, vous êtes aussi capable de produire ça. C'est-à-dire des clients frustrés, des clients qui vous disent que vous êtes des truffes, que vous avez fait votre métier mais que la relation client est déplorable. Et ça, je l'ai vu souvent. Mon commissaire aux comptes, il est techniquement excellent. Techniquement, il est très bon, j'ai rien à redire. Par contre, la relation client, ça ne fonctionne pas, quoi. Il n'est pas accessible, il n'est pas sympa, il n'est pas, etc., etc. Donc en fait, comment j'arrive à faire en sorte que mon client apprécie évidemment la dimension technique de mon métier, mais surtout la dimension client et la dimension relation client avec ses clients. Donc le client donne son avis. Est-ce que vous pouvez l'empêcher de donner son avis sur vous? Non. Je peux critiquer mon commissaire aux comptes sur Internet sans aucun problème. Et vous n'y pouvez rien, comme je peux critiquer mon notaire et mon avocat. Alors comment on fait? Comment on fait pour enchanter son client? Comment on fait pour faire en sorte qu'il dise que vous êtes des stars, que c'est génial de bosser avec vous, qu'on ne devrait se poser aucune question, qu'on soit dans le seuil ou pas dans le seuil, c'est avec vous qu'il faut bosser parce que vous amenez une valeur, vous créez de la valeur pour l'entreprise. C'est ça qu'il faut essayer de leur faire comprendre. Alors il y a plein de techniques pour faire ça, je vais vous en livrer quelques-unes, mais vous avez déjà 2 clés sur 3 de l'enchantement client. Je vous les rappelle. La première clé, c'est de résoudre son problème et arrêter de vendre des produits. Je ne vends pas une mission, je résous tes problèmes. La deuxième clé, c'est de leur rendre les choses faciles. Est-ce que c'est facile de bosser avec vous? Si c'est compliqué, c'est mort, j'irai ailleurs. Je veux quelqu'un avec qui ce soit facile de bosser, dans toutes les facettes de notre relation commerciale ou notre relation avec vous. Et la troisième, on va le voir, ça va être d'aller un petit peu plus loin que simplement de promettre et de prouver ce qu'on peut faire, mais ça part de ce principe. Le principe, c'est que votre promesse est en décalage avec ce que vous faites. Alors, ce n'est pas vous en particulier, c'est beaucoup d'entreprises. Je vais vous prendre un exemple. 80% des entreprises pensent de façon sincère qu'elles délivrent quelque chose de satisfaisant en termes d'activité ou de relations clients, mais il n'y a que 8% de ces mêmes clients qui considèrent qu'elles produisent quelque chose de sympathique. Je vous ai mis ce petit dessin juste pour rigoler, mais le fabricant de mobiles pour enfants n'a pas pensé que les gamins voyaient le trou de balle des peluches pendant 6 mois et que finalement le marketing était super content de son produit, mais le résultat était un peu à côté de la plaque, côté client. Alors vous allez me dire, c'est pas le client, c'est pas le gamin, c'est les parents, vous n'avez pas tort. Mais on peut très bien avoir un décalage entre ce que je promets et ce que je délivre. Et finalement, que la relation client soit assez éloignée de ce que j'avais promis. Alors, plus sérieusement, on a 4 expériences. Votre client va vivre 4 expériences. Encore une fois, que vous soyez dans l'audit, dans l'hôtellerie ou ailleurs, c'est exactement pareil. Il va avoir d'abord une expérience attendue. Voulue, pardon, excusez-moi. L'expérience voulue, c'est ce que vous allez lui dire. Moi, ton commissaire aux comptes, voilà ce que je vais faire pour toi, voilà le cadre de ma mission, voilà comment ça va se passer, etc. Ça, c'est ce que vous promettez à vos clients. Ensuite, il y a ce qu'attend le client qui est en face de vous, c'est la promesse attendue. Il a des attentes qui sont compliquées à cerner, et peut-être que ces attentes, malheureusement, vous en captez que quelques-unes et pas forcément toutes. Donc il y a la promesse ou l'expérience attendue. Vous avez ensuite l'expérience proposée. Là-dessus, il n'y a pas trop de débat, hein. Vous délivrez, vous faites votre mission, ça se passe plutôt pas mal, techniquement vous savez faire. Et puis il y a surtout l'expérience perçue. Alors là, la perception, ça devient intéressant,
puisque la perception, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne captez pas, hormis parfois dans les avis clients. Alors la perception, c'est intéressant parce qu'on voit bien que dans ce schéma, elle est souvent méconnue de la part des entreprises, et c'est sûrement votre cas. La promesse, elle est souvent auto-centrée, c'est-à-dire que vous promettez ce que vous savez très bien faire, mais on ne sort pas trop de ça. Les attentes, elles sont souvent inexplorées. Et le delivery, ce que j'appelle l'expérience proposée, ben là, elle est clean, c'est propre, c'est carré, vous savez comment la délivrer, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Pour moi, ce qui est le plus important dans ces 4 expériences, c'est celle d'en bas à gauche, c'est l'expérience perçue par le client. Le moment de vérité, le moment où vous allez rencontrer votre client, vous allez délivrer votre rapport, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce moment-là qui va tout changer dans la tête du client, de savoir s'il est avec ou s'il n'est pas avec vous, ou s'il va rester ou s'il va re-signer pour 6 ans ou pas. Et pour illustrer cette perception, je vais prendre juste ce tableau, que vous connaissez certainement, donc Magritte, qui essaye de nous envoyer un message. Moi, je peux vous dire qu'à 14h38 aujourd'hui, ceci n'est pas une pipe. Qui est d'accord avec moi dans la salle? Ah, on est 2. Ah, on est 3. On est en minorité. Hein. Donc, on est 3 à penser que ce n'est pas une pipe. Donc, tous les autres, vous vous dites, ils sont complètement cons, ils ne voient pas que c'est une pipe, ils sont bêtes ou quoi? Que veut nous dire le peintre? Le peintre veut nous dire qu'on voit la même image, mais qu'on n'en a pas la même perception. Vos clients voient la même prestation que vous délivrez, mais n'en ont pas la même perception. Vous êtes convaincu qu'ils perçoivent ça de ce que vous faites pour eux, mais en fait, ils ont une perception différente. Vous avez un spécialiste des neurosciences qui s'appelle Albert Mukeber qui dit une phrase que je reprends à chaque fois, qui dit « Les gens ne voient pas le monde tel qu'il est, les gens voient le monde tel qu'ils sont. Je vois le monde tel que je suis. Et moi, ce que je vois ici, c'est un tableau qui représente une pipe, et moi, je n'ai jamais fumé un tableau, donc ce n'est pas une pipe. » Et vous aurez bien raison de me dire, mais si Stéphane, c'est une pipe, tu n'as rien compris, regarde, c'est une pipe. Et vous avez raison également. Mais il faut accepter que vos clients ne voient pas la même chose que ce que vous voyez pour eux. Et vous avez le sentiment d'avoir délivré quelque chose de qualité, mais il faut accepter que la perception de ce que vous avez livré ne soit pas bonne. Moi, ce qui m'obsédait dans l'hôtellerie, c'est pourquoi 2 personnes qui séjournent dans mon hôtel, avec la même chambre, la même vue, le même petit déjeuner, il y en a 2 qui soient enchantés, extraordinairement satisfaits, qui disent que c'était génial, et les 2 autres d'à côté disent que c'était nul. Pourtant, c'est les mêmes produits que je leur vends, c'est le même hôtel, c'est la même chambre, etc. Eh bien ça m'a obsédé, donc je suis allé voir dans la tête du client. Je suis allé voir ce qui se passait, pourquoi la perception divergeait à ce point-là, et qu'est-ce qu'on pouvait y faire pour manipuler cette perception. Ma conviction, c'est que la réalité n'existe pas. C'est pas le word philo, hein, je peux demander de bosser pendant 4 heures. La réalité n'existe pas, c'est que la perception qui est la vérité. C'est-à-dire que ce qui compte pour vous, c'est pas ce que vous faites pour votre client. On s'en fout. La seule chose qui compte, c'est comment votre client le perçoit. Si vous comprenez ça, que c'est la perception qui fera la différence dans le bouche à oreille positif et vous avez plus de clients et de la fidélité, eh ben vous avez tout compris. Vous allez voir que ça marche dans l'hôtellerie, mais ça marche aussi chez vous. Non, le client n'est pas roi. Non. Est-ce qu'il y a des clients pénibles et un peu abrutis et un peu énervants? Oui. L'exigeant, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez des clients, effectivement, qui vont pas payer beaucoup et qui vont demander beaucoup. On peut appeler ça des clients toxiques dont il faut parfois se séparer. Non, le client n'a pas toujours raison, mais la perception qu'il a de ce que vous avez fait pour lui est toujours vraie. Toujours. Même si vous dites que vous êtes des truffes, que vous êtes mauvais, etc. Donc une fois qu'on a compris ça, on va travailler sur la perception. On ne va pas travailler sur ce qu'on fait, on va travailler comment les gens le perçoivent. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau humain? Là, on est dans les neurosciences et en fait, on va aller regarder quel est le bouton sur lequel je vais appuyer pour pouvoir faire en sorte que mon client perçoive que ce que je fais pour lui est extraordinaire. Dans notre tête à nous tous, quand on est satisfait ou pas satisfait, on va comparer 2 choses, mes attentes et la perception que j'ai de ce qui se passe avec moi aujourd'hui. Si ma perception est en deçà de mes attentes, je serai insatisfait, déçu et je risquerai de dire du mal de vous. Si ma perception est au niveau des attentes, c'est OK, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ma perception aille au-delà des attentes pour créer l'enchantement. Le problème, parce que ça c'est facile à comprendre, c'est que dans les attentes et la perception, il y a des composantes sur lesquelles vous n'avez aucune prise. Par exemple, les attentes, vous avez des besoins personnels. Vous ne connaissez pas les besoins personnels des actionnaires, des chefs d'entreprise que vous rencontrez. Vous ne les connaissez pas. Et donc, il y a peut-être des besoins qui sont à l'inverse de ce que vous ressentez quand vous allez délivrer la prestation chez eux. Il y a des croyances. Je crois que mon commissaire aux comptes, il va être contre moi et pour mes actionnaires. Donc, je vais m'en méfier. Il y a des croyances chez vos clients. Donc,
Les croyances vont agir sur les attentes qu'ils ont de ce que vous faites pour eux. Et les croyances, c'est compliqué de les fissurer. Donc vous pouvez essayer de les convaincre que ce n'est pas vrai. Malheureusement, ces croyances, elles vont être tenaces. Et puis vous avez dans la perception 2 choses qui vont modifier la perception de vos clients. Il y a les distorsions de perception et les facteurs situationnels. Il y en a un d'entre vous, là, dans 5 minutes, qui va recevoir un SMS, il a un contrôle fiscal. C'est une blague, hein, je vous rassure. Mais si c'était vrai, si c'était l'un d'entre vous qui recevait un SMS en disant « Tiens, voilà, rendez-vous lundi, on a un contrôle fiscal », je l'aurais perdu pour l'après-midi. Ça veut dire que la perception que vous aurez de cette journée et de la conférence que vous êtes en train de vivre sera médiocre, voire nulle. C'est-à-dire que lorsqu'on va demander votre avis, vous allez dire « C'était nul ». Ça résonnait, c'était grand, on avait froid, puis le repas n'était pas sympa, et puis ce matin on s'est fait suer, et puis ce soir on va aller je sais pas où, ça me plaît pas, etc. Bref, vous aurez une distorsion de perception, pas à cause de moi, enfin en tout cas j'espère, à cause du fait que vous ayez appris que vous avez un contrôle fiscal. Et donc je vous ai perdu, c'est-à-dire que votre taux de satisfaction il sera nul. Jamais je vais déclencher de satisfaction chez vous si vous avez eu une distorsion de perception de cette ampleur. Et puis vous avez des facteurs situationnels, c'est très simple, hein, dans l'hôtellerie, il y en a un, c'est le climat. Les gens viennent à Orléans pour faire du vélo, s'il fait beau, ils sont contents, ils ont fait du vélo, c'est génial. S'il fait pas beau, il pleut pendant tout le week-end, l'hôtel est nul. Donc moi j'ai vendu la même prestation, le même petit déjeuner, la même chambre d'hôtel, eh bien vous avez dans un cas de l'enchantement, dans un cas de la déception. Qu'est-ce que je peux y faire? Je ne peux pas maîtriser la météo qu'il va faire le week-end chez moi. Alors comment on fait pour manipuler gentiment la perception du client? Eh bien on va faire ce qu'on fait depuis longtemps dans l'hôtellerie et ailleurs, on va promettre moins et on va délivrer plus. Promettre moins et délivrer plus, c'est très simple. C'est que si vous venez chez moi, je vais vous surclasser. Je vais vous surclasser pour le même prix. Donc le surclassement fait partie des promesses supplémentaires. Donc je ne vous ai pas promis une chambre supérieure, mais une chambre économique. Mais je vais vous surclasser, donc je vais vous surprendre. Et voilà la 3e composante de l'enchantement. Résoudre mes problèmes, me rendre la vie facile et me surprendre. Surprenez-moi. Si vous me surprenez, vous allez créer chez moi de l'enchantement et de l'attachement et de la fidélité et de la recommandation. Comment on peut manipuler, avec le promettre moins et délivrer plus, l'enchantement client? Quelle est la première cause de plainte chez Air France? Première cause de plainte chez Air France, depuis longtemps, hein. Le retard, d'accord? La ponctualité. Ils ont résolu le problème en 6 mois. Ah, ils n'ont pas payé un cabinet d'audit pour faire toute une audit de consultants sur savoir combien de temps l'avion restait au parking, combien de temps pour le nettoyer, etc. Non, non, ça leur a coûté beaucoup trop cher pour un résultat médiocre. Non, ils ont fait une chose, ils ont changé les horaires. Paris-Toulouse, tu pars à 20h, tu arrives à 22h. C'est 1h20 de vol, Paris-Toulouse, 1h15 même. C'est processé chez Air France, c'est-à-dire qu'ils ont manipulé nos attentes. Si mes attentes, c'est de partir à 20h et d'arriver à 22h, j'ai organisé ma journée pour partir à 20h et arriver à 22h. Donc je m'attends à arriver à 22h. Et en faisant ça, j'ai processisé chez Air France, hein, le capitaine prend la parole, le commandant de bord prend la parole une demi-heure avant d'atterrir, et il nous dit, mesdames, messieurs, j'ai une excellente nouvelle, on a un quart d'heure d'avance. Et là, vous dites, mais Air France, vous êtes des champions du monde. En fait, le gars, il a un quart d'heure de retard, puisqu'il devait arriver, évidemment, à la demi. Donc, en fait, on a manipulé gentiment nos attentes pour créer de l'enchantement et faire en sorte qu'on se dise que finalement, Air France, ils sont jamais en retard. Ils ont réglé 80% des plaintes de ponctualité en changeant les horaires. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'est pas obligé de retourner la maison et de retourner la table pour créer de l'enchantement. On peut simplement faire attention aux promesses qu'on fait à nos clients et faire attention à la façon dont on le délivre. Si vous promettez moins, vous délivrez plus, vous êtes presque sûr d'atteindre l'enchantement et d'atteindre, encore une fois, la recommandation et la fidélité. Et vous, c'était quand la dernière fois que vous avez enchanté un client, que vous avez surclassé un client, que vous avez proposé à un client quelque chose qui n'était pas compris dans votre contrat, qui peut-être vous a coûté un peu de temps et d'argent, mais qui a permis de dire au client « Ouais, j'ai une expérience mémorable avec mon commissaire aux comptes. Ça s'est super bien passé. Il a vu quelque chose que je n'avais pas vu. Il a fait quelque chose qu'il ne m'avait pas promis. » Et cette expérience mémorable va compter dans sa fidélité, va compter dans son enchantement et donc dans son renouvellement ou évidemment dans son bouche à oreille positif pour vous amener de futurs clients. Alors je vais terminer par une boîte qui fait tout bien. On va aller, c'est très excessif, c'est aux États-Unis, mais c'est pas grave, je vais vous donner un exemple qui peut-être vous inspirera aussi pour aller dans cette culture satisfaction client, comme je l'appelle, ou enchantement client. Cette boîte, c'est une boîte qui vend des chaussures. Donc ils vendent des chaussures sur Internet, qui existent depuis les années 2000, ça s'appelle Zappos.
Et Zappos a été créé en 2000. Au bout de 2 ans, la boîte ne se porte pas très bien parce qu'ils font du dropshipping. Donc en fait, ils vendent des chaussures que Nike envoie. Donc en fait, vous achetez des Nike, mais c'est Nike qui fait le supply et qui envoie les chaussures aux clients. Et donc forcément, ça ne se passe pas très bien parce que Nike ne sait pas faire, les chaussures en retard, ce n'est pas les bonnes pointures, etc. Donc la boîte se casse la figure. Et le CEO, avant de partir, avant de fermer la boutique, il dit, écoutez, on a une dernière chance, on va arrêter de vendre des chaussures, on va les vendre du bonheur à nos clients. Si on arrive à faire ça, et si on arrive à être le numéro 1 de l'enchantement client aux États-Unis, on va réussir. Bon, son équipe, il y en a la moitié qui sont partis parce qu'évidemment, il le prenait pour un dingue, et l'autre moitié qui est restée avec lui. Donc ils ont commencé le chantier et ils sont partis en disant quels sont les problèmes qu'on doit résoudre, c'est-à-dire quels sont les problèmes de nos clients quand ils achètent des chaussures en ligne. Il y a 3 types de problèmes. Le premier problème, c'est quoi? Quand j'achète des chaussures en ligne, c'est quoi le problème que je veux résoudre? Les essayer. Donc en fait, comme je ne peux pas les essayer, il faut que j'ai une politique de retour qui soit généreuse. Si ça ne me va pas, je peux les renvoyer facilement. Deuxième problème, c'est la livraison. Je les veux demain. On est tous pareils. Troisième problème, c'est le SAV. Vous avez vu avec quelle ingéniosité les sites d'e-commerce planquent leur numéro de téléphone quand vous voulez les appeler. C'est extrêmement compliqué. Comment joindre la joignabilité? C'est un vrai sujet. Moi, je travaille pour des banques, des assureurs. Il y a un vrai sujet de joignabilité. Comment je vous joins? C'est pareil pour les notaires, vous allez me dire. Les notaires, ils n'ont pas le temps de parler au téléphone. Bref. Et donc, la joignabilité, c'est ce que je peux parler à un humain pour résoudre mon problème. Alors, généralement, les grandes boîtes d'e-commerce dans le monde, elles planquent leur numéro de téléphone. C'est-à-dire, vous avez les fréquentes ask questions, les FAQ. Alors, généralement, il n'y a jamais votre question. Il y a toujours des questions bizarres avec des réponses bizarres, mais il n'y a jamais votre question à vous, donc ça ne marche pas. Après, vous avez des chatbots. Alors ça, c'est une belle invention. Les chatbots, c'est l'intelligence artificielle qui vous répond. Bon, généralement, elle vous répond à côté de la plaque, puisque le chatbot, il est trop jeune, il n'a pas assez de data. Donc, généralement, vous demandez s'il y a ça, mais on vous répond à côté. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Alors, il y a des chatbots humains. Bon, le chatbot humain, c'est WhatsApp. En fait, vous discutez avec quelqu'un. Bon, ça marche dans les heures d'ouverture. Et puis après, vous avez un numéro de téléphone, et généralement, ce n'est pas satisfaisant. Vous les appelez, vous attendez un quart d'heure, c'est compliqué. Donc c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, parce qu'en fait, ça coûte très cher, les call centers. Donc en fait, si vous considérez qu'un call center, c'est cher, vous considérez que c'est un coût, et donc vous allez réduire les coûts. Alors nous on avait 7 call centers chez Best Western, puis à un moment donné, on en a un qui nous coûtait trop cher, on l'a mis au Maroc. Bonjour, monsieur Gauthier, je m'appelle François, est-ce que je peux vous aider? Ah, non, vous n'appelez pas François, et vous n'allez pas pouvoir m'aider, ça va être compliqué. C'est une catastrophe, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il n'y a pas de compréhension. Ça ne fonctionne pas, la langue, la barrière de la langue, ça peut jouer, donc ça ne marche pas. Donc, c'est pas grave, comme ça coûtait encore trop cher, on en a mis un aux Philippines. Alors, les Philippines, c'est pas cher parce qu'ils ne parlent pas l'anglais. Donc, en fait, on apprenait à des gens à parler anglais en phonétique, donc ils ne savaient pas ce qu'ils répondaient aux clients, ils ne comprenaient pas ce que disaient les clients. Je vous assure qu'on a fait ça. Alors là, c'est pas cher. Alors là, vous avez touché le fond. Vous avez touché le fond de la relation client. C'est-à-dire que là, vous êtes au ras des pâquerettes de ce que vous pouvez faire. On a fait ça. On a fait ça parce qu'on considérait que les call centers étaient trop chers. Zappos, il a fait l'inverse. Il a considéré qu'un call center, c'est un investissement. Si vous considérez que la relation client est un investissement, vous allez investir dans la relation client et donc dans les centres d'appel. Alors, comment Zappos a résolu ces problèmes de façon extraordinaire? Premier problème, la livraison. Il vous promet de vous livrer en 48 heures partout aux États-Unis. Ce qui est bien, c'est un grand pays des États-Unis, donc c'est quand même un exploit. Mais dans 90% des cas, promettre moins et délivrer plus, ils vous livrent en 24 heures. Vous achetez une paire de chaussures à minuit de New York, vous allez le lendemain matin dans votre porte et vous faites « Waouh, Zappos, vous êtes extraordinaire ». Alors c'est une catastrophe écologique puisque le hub, l'entrepôt est à Las Vegas à côté du hub de chez FedEx, les chaussures passent de l'entrepôt dans le ventre des avions, c'est éclaté aux US, etc. Mais on vous livre en 24 heures dans 90% des cas. Deuxième problème, c'est le retour. En France, il y a une loi, vous la connaissez certainement, on a 30 jours, le commerçant en ligne a 30 jours pour vous échanger gratuitement, vous rembourser. C'est la loi, c'est comme ça. Donc vous pouvez renvoyer votre produit au bout de 30 jours, il vous le rembourse. Zappos a décidé que c'était 365 jours. Vous avez 1 an pour changer d'avis. Vous pouvez remettre les chaussures dans la boîte d'origine et les renvoyer. On vous les échange gratuitement, on vous les rembourse au bout de 6 mois si vous le souhaitez. Alors vous allez me dire, non mais attendez, ça ne marche pas votre truc là. En fait, ils ne gagnent pas d'argent. Si, ils en gagnent plus qu'Amazon sur les chaussures. Pourquoi? Parce qu'ils vendent plus cher leurs chaussures qu'Amazon. Parce que chez Zappos, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de promotion, il n'y a jamais de solde, jamais de couponing, jamais de publicité. Ils laissent les clients faire le marketing à leur place. C'est les clients qui font le marketing gratuitement. Et ils investissent tout leur argent marketing dans la relation client, dans le centre d'appel, dans le retour, etc., etc. Et la troisième chose chez Zappos, c'est le centre d'appel. Alors le centre d'appel,
vous appelez 24-24, 7 jours sur 7, le téléphone sonne 3 fois maximum, 3 sonneries maximum, et quand on décroche, voilà ce qu'on vous dit, mon nom est Stéphane, je ne sais pas pourquoi vous m'appelez, mais je ne raccrocherai pas tant qu'on n'a pas résolu votre problème. Essayez chez Orange la prochaine fois, ça. Chiche. Parce qu'on fait tout l'inverse en Europe, c'est-à-dire qu'on gère les call centers à l'inverse de ce que fait Zappos. On paye les gens très bien s'ils arrivent à prendre le maximum d'appels en un minimum de temps pour éviter les queues. Et donc, forcément, les gens de chez Orange ne sont pas payés pour résoudre vos problèmes. Ils sont payés pour prendre le client d'après. Donc, s'ils arrivent à résoudre le problème, tant mieux pour eux, ou tant mieux pour vous. Mais eux, ils sont incentivés pour prendre le mec d'après pour aller plus vite. Donc aujourd'hui, on a renversé complètement la vapeur chez Zappos et l'employé du mois, il a passé 10 heures au téléphone pour une paire de chaussures. Me demandez pas ce qu'ils se sont racontés, j'en sais rien. Vous irez sur YouTube, il y a toute l'aventure de cet employé. La paire de chaussures était au Japon, je ne sais pas quoi, elle s'est perdue, peu importe. C'est l'employé du mois. Ça coûte une fortune. Mais c'est un investissement au service de la relation client. Soit vous considérez que c'est un coût et vous réduisez les coûts et vous finissez comme nous aux Philippines, soit vous considérez que c'est un investissement et vous investissez dans la relation client. Et cet investissement, il est payant évidemment à moyen et à long terme. Alors comment font ces gens-là pour enchanter leurs clients? Déjà, ils font ces 3 choses de façon extraordinaire. Et ensuite, la deuxième chose, et ça vaut pour vos collaborateurs, et si vous avez des difficultés de recrutement, ce qui est probable, parce que le métier n'est pas forcément super sexy, parce que plein de choses, parce qu'aujourd'hui le marché du travail est en train de bouger de façon extrêmement rapide, eh bien, pour satisfaire ses clients, il faut d'abord satisfaire ses collaborateurs. Ça, j'ai rien inventé, ça existe depuis très longtemps. Ça s'appelle la symétrie des attentions. Ça a été théorisé de façon clinique par l'Académie du service à Paris, qui prouve scientifiquement, parce qu'on est câblés comme ça les êtres humains, que si je prends soin de mes collaborateurs, ils prendront soin de mes clients. Et si je prends soin de mes collaborateurs, je crée de l'enchantement collaborateur, et je crée de la fidélité, je crée de l'attractivité, je crée de l'engagement. Donc là, on a un double effet qui se coule, c'est-à-dire que vous avez à la fois de l'attractivité, de l'engagement et de la fidélité pour les collaborateurs et pour les clients. La symétrie de l'attention, c'est illustré par si vous êtes dans le métro, vous sortez, vous tenez la porte. Qu'est-ce qui fait la personne derrière vous? Elle fait quoi si vous tenez la porte à la personne, elle fait quoi? Elle tient la porte également. Symétrie. On est câblé comme ça, hein. C'est-à-dire que dans notre tête, dans nos gènes, c'est inconscient, bien évidemment. Si on s'occupe de nous, si on prend soin de nous, on prend soin des autres. Ben, ça marche dans l'entreprise, ça marche avec la symétrie de l'attention et l'enchantement collaborateur qui crée de l'enchantement client. Vous avez également, et là moi je travaille pour des grosses boîtes, et à chaque fois c'est la même histoire, c'est lorsqu'il y a un support client, ça crée un problème. Donc le meilleur des supports clients, c'est qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir de support client, ça veut dire que tout le monde est au service du client. Et là, moi, toutes les boîtes que je vois, les patrons, les conseils d'administration, etc., qui veulent rentrer dans cette démarche, disent oui, c'est bien, voyez mes équipes. Non, ça vient de vous, ça vient des patrons, ça vient des dirigeants d'entreprise qui doivent être convaincus que tout le monde dans l'entreprise, que ce soit la comptabilité, la finance, l'IT, etc., doit s'occuper du client. On doit absolument, à chaque fois qu'on fait quelque chose dans l'entreprise, être orienté client. Si on fait ça, ça peut fonctionner. Si malheureusement on met un support client quelque part, on va déresponsabiliser toute l'entreprise et on va cristalliser les problèmes sur un support client qui n'en est pas tant et qui va se prendre tout dans la figure pour essayer de résoudre les problèmes des clients alors que les autres sont complètement déresponsabilisés de tout ça. Et puis, vous avez quelque chose d'important qui peut marcher chez vous. Je me suis jamais posé la question pour un commissaire aux comptes, mais le parcours client. C'est quoi le parcours client chez vous? C'est-à-dire comment je fais pour vous joindre téléphone, mail, web? Qu'est-ce qui se passe sur votre site? Comment je rentre en contact avec vous si je veux une mission? Qui soit réglementée ou pas d'ailleurs. L'accueil physique, qu'est-ce qui se passe quand on vient chez vous? Le conseil. Alors je dis souvent qu'un non c'est de la marge et un oui c'est du chiffre d'affaires. Donc dire non à un client c'est aussi valable que de dire oui. Donc un non c'est de la marge, un oui c'est du chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'on peut dire non à un client, c'est lui faire confiance. Je raconte juste une histoire personnelle rapidement avec mon assureur. Je suis assuré chez Allianz à titre professionnel et un jour mon assureur me dit Monsieur Gauthier, pour votre assurance personnelle, on aimerait bien vous faire des propositions, la voiture, la maison, etc. Je dis écoutez, si vous voulez. Il me dit vous êtes où? Je dis je suis à la Maïf. Et là, texto, mon agent me dit écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Restez à la Maïf. Je ne vais pas vous faire de proposition. Je ne serai pas pertinent. Quelqu'un qui vous dit non, quelqu'un qui vous dit restez chez mon concurrent parce que je ne serai pas pertinent, est-ce que vous lui faites confiance? La réponse est oui.
Donc un non, parfois, dans le conseil, peut générer de la marge. Un oui va générer du chiffre d'affaires. Bon, la livraison, service après-vente, peu importe, mais service après-vente, c'est important. Quand j'appelle mon notaire et quand j'ai vendu mon hôtel, on a contracté, on a signé, tout va bien. J'ai un problème avec mon acheteur. Mon acheteur me fait suer sur un contrat. J'appelle mon notaire, je lui dis écoutez, là, il faut m'aider. L'acheteur me fait encore suer sur un contrat. Vous me confirmez que c'est les contrats fournisseurs, c'est à sa charge. Maintenant, ça suffit, quoi. Voilà. Et là, mon notaire me répond texto écoutez, moi, j'ai fait le boulot, on a signé. Après, c'est plus de ma compétence, hein, donc je ne sais pas faire. Donc elle a refusé de me donner un conseil. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le service après-vente chez vous peut être aussi important, c'est-à-dire la mission ne s'arrête pas le jour où elle s'arrête, évidemment elle continue. De toute façon, ce que vont vous demander vos clients, quel que soit votre métier, et le vôtre n'y fait pas, ne s'échappe pas de ça, il va vous demander de la réactivité, parce qu'on est dans un monde de réactivité, on ne supporte plus d'attente. C'est comme ça, je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est comme ça qu'on fonctionne, vous et moi en tant que client. De la compétence, ça vous l'avez, il n'y a pas de souci, vous avez la compétence qui va bien. De la simplicité, n'oubliez jamais ça, le client veut travailler avec vous de façon simple, facile. Est-ce que c'est simple de vous joindre? Est-ce que c'est simple de vous envoyer des documents? Est-ce que c'est simple de signer les contrats avec vous? Si ça ne l'est pas, malheureusement, il ira voir ailleurs. De la convivialité, vous pouvez être aussi sympa. On peut être sympa, même si on est commissaire aux comptes, j'en suis sûr. Le sens du service, la responsabilité quand vous vous trompez, ça peut arriver. Et quand on se trompe, on est responsable de ses bêtises. Ils vous font confiance, c'est vous qui avez la compétence. Ils vous font confiance, bien évidemment, sur les services que vous leur rendez. Ils veulent de la disponibilité. Moi, je suis hôtelier, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc je veux quelqu'un de disponible. Bon, c'est comme ça. La proximité, proche de chez eux, proche de leur entreprise, de leur métier. Et évidemment, de l'éthique, de la transparence et de l'engagement, mais ça, vous l'avez de par votre métier. Mais aussi, qu'est-ce que vous faites, et c'est à l'ordre du jour, sur le développement durable, sur la RSE, etc. Comment vous interprétez ça chez vous déjà, dans vos cabinets, et puis comment vous faites en sorte pour aider vos clients à pouvoir le faire. Et puis, pour terminer, j'ai cherché une enseigne, j'ai cherché une marque qui parle à tout le monde, qui a réussi ce tour de force de ne jamais faire de publicité. Harley-Davidson ne fait jamais de publicité, ne fait jamais de solde, ne fait jamais de porte ouverte, jamais. Elle ne fait jamais de discount, etc. Bref, c'est une boîte dont on n'entend jamais parler, et pourtant, c'est une marque que tout le monde connaît. Alors, je suis allé voir sur Internet et j'ai trouvé un nombre incalculable de grands malades sur cette terre qui se tatouent le logo Harley-Davidson sur le corps. Enfin, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, sinon je vais me faire attraper à la sortie, mais les gens sont malades, se tatouer le nom d'une marque sur le corps. Parce qu'en fait, chez Harley-Davidson, il n'y a pas de commerciaux, il n'y a pas de publicité, parce que Harley, c'est les clients qui font le marketing pour eux. C'est quand vous voulez acheter une moto, vous demandez à un propriétaire d'Harley et là, il va vous expliquer la vie. C'est-à-dire qu'il va vous convaincre, évidemment, d'acheter une Harley et il va vous dénigrer toutes les autres marques. Donc les meilleurs commerciaux du monde, ce sont les clients d'Harley. Comme les meilleurs commerciaux du monde, pour vous, ce seront aussi vos clients. Donc, mesdames, messieurs, le jour où vos clients se tatoueront votre logo sur l'épaule, ce jour-là, vous serez arrivé et vous n'aurez plus besoin de personne. Merci pour votre attention. Je ne sais pas où est Grégory. Oui, il y a des questions. Alors merci David Gauthier. Grégory est en train d'accueillir Florence Pébernès, donc je me permets juste de faire la jointure. Je ne sais pas si vous avez des questions, je ne sais pas si vous a enchanté. Allez-y. Monsieur. Allez Henri. Je demandais si vous aviez des plaques Harley-Davidson pour nous, parce qu'on est des grands malades. Bon, alors vous êtes timide ou alors c'est la digestion qui fait son œuvre, mais en tout cas, un grand merci. Pour moi, c'est la deuxième fois que je vous ai, mais c'est vraiment super. Bon, maintenant, je pense qu'il faut ovationner Madame Pébernès pour qu'elle rentre dans la salle. Frédéric, au niveau de l'organisation, tu ne sais pas? Il faut combler les blancs là, donc.
te sens pas visé. Alors du coup, petite pause si vous le souhaitez. Tu vois, vous êtes inscrit à Astérix, alors tous les